Parce que les clients, qu'est-ce qu'ils font? Moi, le client, il n'est pas honnête. Ils cherchent les salariés, ils cherchent les entreprises qui lui feront faire des économies. Oui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les économies sont problématiques parce que c'est l'agent d'entretien que ça va s'abattre. Parce qu'il aura un temps, par exemple, il a 1h30. Il y a une autre entreprise qui arrive et qui dit, moi je veux le faire en 1 heure. Eh bien, forcément, voilà. Forcément. Après, tout dépend du coût. Voilà, mais eux, ils si l'entreprise dit je vous fais en 1 heure et moins cher que l'autre. Et la prestation, ils veulent la même. Ils veulent la même prestation, mais avec le temps réduit. Le personnel ne peut pas faire la même prestation à 1h30 qu'avec 1 heure. Et c'est ça qui démotive les agents d'entretien. Parce qu'arriver à un moment donné, l'agent d'entretien, c'est pas un mulet. Tout à fait. Attendez, c'est une personne humaine. Tout à fait. Et moi j'ai l'impression que les clients, c'est même pas les clients parce que nous on n'a pas contact avec les clients, hein, parce que mais j'ai l'impression que le chef d'équipe ou l'ADS, moi j'appelle l'ADS c'est un stylo du vote, voilà. Bon, mais c'est sûr. Et puis quand tu vous dis vas-y, arrive bon, elles sont contrôlées par d'autres personnes, je veux bien, mais enfin il faut aussi regarder la personne, parce qu'arriver à un moment donné, vous ne pouvez plus. Alors la fille, au revoir, ciao, je trouve autre chose. Le lendemain, vous vous retrouvez. 100 personnes. Alors, c'est bien ce que... Je peux savoir combien vous avez d'employés dans vos entreprises? 120. C'est une grosse structure. Non, plus que ça, ouais. 200. Je ne ressens pas les mêmes choses parce que notre entreprise c'est un effectif, ça doit tourner autour de 35 ou 40. Donc il n'y a pas les mêmes relations. Il y a toujours la pression du client, parce que le client, ce qu'il veut, c'est une prestation de gain pour ne voir rien. Et donc forcément, le patron, s'il veut que son entreprise perdure, donc il est obligé de plus ou moins céder. Sinon, les chantiers échappent et vont dans d'autres entreprises. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est la concurrence. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, on était 5 dans l'entreprise. 5 C'est une année, quoi. Il y a au moins 3 feuilles. Ah oui, mais là, à ce moment, moi, je sais que ça fait 1 an qu'on a été racheté. Bon, on a été acheté par un nouveau gérant, mais moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de pression maintenant que j'avais il y a 1 an. Qu'auparavant. Parce qu'il y a plus de concurrence, parce que... Mais tout ce que vous m'avez dit là, concernant les enjeux humains, les enjeux financiers, et le rôle de tous les acteurs de l'entreprise, clients, personnel, responsable du personnel, chef d'entreprise, les fournisseurs de matériel, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'une démarche de prévention est très difficile à mettre en place, parce qu'il faut que toutes les personnes aillent en direction du même discours. Et c'est vachement intéressant ce que vous me retournez là, parce que oui, c'est ce que me retournent les différentes personnes que j'ai en formation. Et c'est un petit peu ça aussi l'objectif des formations, c'est retourner ce qui est à améliorer dans ce que vous... par rapport aux votre prestations, par rapport à vos tâches professionnelles, par rapport au discours des employeurs, des clients. C'est trouver un moyen pour réaliser, adapter des démarches de prévention et que les personnes aient un discours commun. Et on le verra tout le long de cette journée, vous verrez que c'est pas parce que on va mettre plus de temps sur une prestation qu'on va perdre du temps au final. C'est qu'avec des moyens, des discours, des actions, on peut être productif, être bénéficiaire sur les enjeux financiers et être bien, entre guillemets, au travail. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Je veux bien le croire. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est pour ça que votre rôle... On a déjà la rôle... boule au ventre, parce que voilà. Mais c'est pour ça que votre on rôle... ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus le lendemain. Tout à fait. Et c'est pour ça que votre rôle est important en tant qu'acteur de prévention. C'est chaud. Des fois, c'est chaud. Je le comprends. La difficulté, c'est qu'on est en permanence. Des fois, vous vous levez à 4h du matin, vous rentrez le soir, il est 21h. Mais alors, dans le compromis, certes, parce que
vous arrivez, vous avez une prestation, on vous dit de faire ça en tas de temps et de ne pas déborder. Bon. Maintenant, après, il y a des employés qui sont, bon, même si oui, les bordes, c'est pas grave. Il ne faut pas mettre tout le monde, dans le même panier. Voilà, mais tout le monde Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'intérêt de la démarche, de cette formation, c'est qu'avec les retours que vous allez avoir, les contraintes physiques, les salariés, et bien c'est voilà, par le discours, par la communication, dire bon, là on a fait une prestation en 1h30 de temps, on s'est senti bien, on a adapté les bonnes postures, le client était content. Est-ce qu'il est possible de programmer d'autres prestations comme ça? Est-ce que vraiment on va être improductif si toutes les prestations vont durer 1h30 au lieu de 1h15 ou 1 heure, hein? Voilà, donc c'est pas, je veux dire, ça ne va pas se faire comme ça, hein. Ça va se faire par des actions, par des échanges. Le personnel avec le chef d'équipe, le chef d'équipe avec le chef d'entreprise, le chef d'entreprise avec le personnel, hein. Ça va se faire à partir d'un échange mutuel et à partir d'actions, parce que qui ne tente rien n'a rien. Hein. Je reviens sur les enjeux financiers. Donc je disais mon accident et l'incident gain de productivité, diminution du turnover de roulement intempestif de personnel, réduction de charge du personnel, bien sûr, réduction de la casse, hein, lors de tâches de travail, les balais, les monobrosses, les autolaveuses, s'il y a un minimum d'entretien, si on y fait attention, si on prend le temps de travailler avec, on réduit la casse de ce matériel et donc le coût. Et diminution des coûts directs et indirects. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les coûts directs et indirects? Si vous pouvez me citer un exemple. Coût direct ou indirect? Alors, par exemple, dans les coûts indirects, si par exemple une entreprise où il y a beaucoup d'accidents de travail, l'entreprise elle est pénalisée au niveau de l'URSSAF, je ne sais pas où. Alors ces coûts-là, vous les mettrez dans les coûts directs ou indirects? C'est direct. Si on fait un travail comme ça, c'est direct, puisque c'est des accidents de travail. C'est direct. Effectivement. Direct, c'est des accidents de travail. Ouais, c'est direct. Regardez par ce petit schéma, qui est plus parlant, effectivement, les coûts directs, les coûts financiers directs pour l'entreprise, eh bien, ça concerne, lors de l'accident du travail, la convalescence de la personne, du salarié, est payé, donc la consultation auprès du médecin, les traitements médicaux achetés à la pharmacie, le milieu hospitalier si la personne doit intégrer l'hôpital ou la clinique, et dans le contenu de la convalescence derrière, tout ce qui est la rééducation, les indemnités journalières payées par l'entreprise. Et en fait, c'est voilà, les coûts directs, c'est vraiment les coûts que l'entreprise va dégager pour assurer le salaire du salarié qui est au final absent. Hein. Ça, ce sont les coûts directs. Les coûts indirects, eh bien, on en a parlé, c'est ce salarié qui va être absent, eh bien, il va être remplacé. Il va être remplacé par qui? Quelqu'un qui a un diplôme, oui, mais qui a pas forcément, qui a des compétences, mais pas forcément l'expérience de la personne, ne connaît pas l'entreprise, ne connaît pas le personnel, ne connaît pas l'environnement professionnel. Ça fait partie des coûts indirects. Les matériels et produits détériorés par cette personne qui n'a pas eu l'habitude, n'a pas connaissance de ces produits. Ça va déterminer après des arrêts de production. Arrêt de production intègre un retard de livraison. La retard de livraison, le client il n'est pas satisfait. Voilà. Tout ça, ce sont les coûts indirects. Donc vous voyez la différence entre les coûts directs et les coûts indirects. C'est en fait, dans les deux cas, c'est ce que subit l'entreprise. Les coûts directs, c'est financièrement. Et les coûts indirects, c'est d'abord techniquement, matériellement, dans l'organisation, et qui au final aussi va faire perdre de l'argent à l'entreprise. Voilà,
Coût direct, Indirect. coût indirect. Alors les enjeux sociétaux, c'est hausse de la qualité des produits et des prestations. Forcément, si ça se passe bien, meilleure productivité, meilleure prestation, amélioration du climat social dans l'entreprise. Et ça, c'est une meilleure ambiance, bonne ambiance. Voilà, tout simplement, une bonne ambiance auprès du personnel. Prévention de l'environnement. Préservation de l'environnement. On travaille dans un environnement, parce que le client il est content, voilà, on va le conserver ce client. Pourquoi il irait y voir ailleurs? Et tout ça, ça génère quoi? La valorisation de l'image de marque. L'image de la Chez société. Confournette, voilà, il y a un client, je ne sais pas moi, l'entreprise du coin, je ne connais pas trop bien la région paloise, quoi, mais voilà, l'entreprise du coin, vous avez une prestation à l'entreprise du coin, là, si ça circule. Mais voilà, c'est le bouche à oreille. Si l'entreprise est contente, elle va dire, ah ben nous on la Confournette, ils sont bons, ils sont compétents, ils ont de l'expérience, c'est vraiment des gens très bien, ils nous font une très belle prestation. L'entreprise va le dire aux autres. C'est ça. Mais c'est ça, c'est les autres, j'ai peut-être à voir Confournette. C'est ça. Ils sont productifs, ils sont... Bon, il y a tout. C'est un ensemble. Ça marche, ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est le réseau, la valorisation du réseau, quoi, en fait. Voilà, ça marche. De toute façon, maintenant, on le voit dans les marchés, ils le demandent ça. Ouais. De toute manière, c'est comme vos employeurs. Hein. C'est ça, ils le mettent, ils sont obligés de le mettre. Vos employeurs, quand... certaines entreprises où on est. Et après, tout ça... Vos employeurs, s'ils veulent embaucher du personnel, bon, il y a le CV, il y a la démotivation, très bien. Sur le CV, il voit, il a travaillé tant de temps sur l'entreprise, tant de temps sur l'entreprise. Il va appeler. Après, moi je pense que maintenant, des CV... Il y en a qui font du faux. C'est-à-dire? Moi j'en ai, mais je ne sais pas combien, mais des centaines. La plupart, bon... Il y a ça aussi. Il y en a pas beaucoup qui sont... Pour avoir un maximum d'informations, on va lire le CV et voir si dans le contenu, il y a vraiment une réalité. Il va falloir l'éplucher, mais bien après... Il disait qu'il savait passer l'autolaveuse. Ouais. Et 2 jours après, je lui ai dit, tu vas passer l'autolaveuse. Bon, même que ça soit oui, pas la mais même, ça se maîtrise. Une autolaveuse, c'est facile à vérifier. Il n'y a pas longtemps. C'est facile à vérifier. Une monobranche, il vaut mieux que tu c'est sûr que c'est comme tu sais pas, et on t'apprend. Pour quelqu'un qui sait, mais la personne qui ne la met pas comme il faut. Après, peut-être c'est quelqu'un qui a touché une autolaveuse. Voilà. Et ça, il suffit que vous leur mettiez dans la main. Alors après, je dis, mais attends, apparemment tu sais passer une monobrosse. C'est pas compliqué une monobrosse. Eh bien non. La monobrosse, elle sort de partout. Elle n'est pas bien positionnée. Mais il y a une technique à appréhender. Oui. Il y a une technique à appréhender. C'est une monobrosse. C'est ça. Il faut se mettre qu'elle soit à la hauteur de la personne. Si vous l'avez là, la monobrosse, elle va sauter partout. Tout à fait. Oui, il faut qu'elle soit... Et il y a la posture il y a le du salarié à avoir. Il y en a qui vont passer la monobrosse comme ça, j'ai fait attendre. Moi, je sais que j'ai fait des formations à l'époque. Et ça, c'est dans les premières que vous faites. C'est dangereux de mettre un fil, que le fil traîne partout. Il suffit que vous la preniez, il y a eu des morts. Il y a eu des filles qui se sont... Il y a des gens qui se sont étranglés avec. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les formations, les techniques à appréhender lors des actions pour avoir les compétences, bénéficier des compétences de l'agent de propreté, ce sont des compétences techniques pour apprendre à travailler de façon correcte, mais aussi pour éviter les risques, respecter le matériel et respecter les principes de sécurité. Je vais sentir le produit, non. Ça, il ne faut pas le faire, jamais. Ça fait partie des risques pour les démarches. Les gants, les chaussures, c'est impératif. Il faut. On va en parler dans les principes généraux de la prévention. C'est ça. Alors, les principes généraux de prévention, on va parler des acteurs,
des tableaux des maladies professionnelles et du document unique. On en a parlé avant. Alors les principes généraux de la prévention, comme le stipulait sur le deuxième article, dont l'employeur se base sur les principes généraux de prévention pour réaliser la démarche de prévention, ces principes généraux de prévention, ils sont au nombre de 9. Alors, le premier, selon vous, ce serait quoi? Premier principe général de prévention. Je suis dans l'entreprise, je suis agent de propreté, je veux mettre une démarche de prévention en place. Eh bien, pourquoi je vais effectuer cette démarche de prévention? Dans quel objectif? La première chose. D'abord, nous, se protéger, nous, La protection. La protection de quoi? Par rapport à quoi? Se protéger, oui. Ça fera partie de la démarche de la prévention. Mais par rapport à se protéger de quoi et par rapport à quoi? En utilisant les produits ou les matériels ou... Donc se protéger les produits, on va dire que c'est un risque. un risque. Et le premier principe général de prévention, c'est bien entendu éviter les risques. En tant qu'acteur de prévention, mon objectif de réaliser une démarche de prévention, c'est d'abord, dans le premier cas, d'éviter les risques. Les dangers. Et éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. Alors, bien faire la différence entre risque et danger, on va le voir sur la deuxième partie de formation secourisme, mais on peut l'anticiper. Imaginez que je sois agent de propreté et que je monte sur une échelle pour laver des vitres qui sont à une hauteur plus haute que moi. Quel est le risque, quel est le danger? Tomber. Le risque, c'est quoi? Tomber. La chute. La chute. Le risque, c'est la chute. Et le danger, ce serait quoi? Être blessé. C'est le risque. Tomber, la chute, se blesser, ça, ce sont des risques qui sont liés au danger. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Je suis agent de propreté et je dois me mettre en haut d'une échelle pour laver les carreaux. Est-ce que vous percevez un danger là? Perte d'équilibre. Non, c'est encore l'injuste. C'est le risque, mais qui est... C'est le risque encore, qui est dû à un danger. Le danger, l'échelle, est-ce que La c'est... stabilité de l'échelle. L'échelle? Est-ce que ce ne serait pas un danger, l'échelle? Oui. Une échelle mal positionnée, Oui, c'est un danger. une échelle posée, Une marche cassée. une échelle détériorée, une échelle mal positionnée sur un sol glissant. Autour de vous, est-ce que vous voyez des dangers? Est-ce que vous voyez dans cette salle des dangers? Ou les chaises qui peuvent vous tomber dessus. Oui? Qui sont sur... Non, mais vous rigolez, Aïda, mais oui, la chaise est un danger. Ben oui, parce qu'elle est Je mal percute positionnée. la chaise qui me tombe sur le pied. Je ne répète pas grand mal, mais c'est un danger. Oui, c'est un danger. Un enfant de 3 ans qui passe à côté, la chaise lui tombe dessus, ça va lui faire du mal. Des trucs qu'on ne percute pas des fois. Ben oui, ce câble, est-ce qu'il ne serait pas un danger? Oui, c'est un danger. Je ne sais pas, moi, s'il est relié à un Ben, c'est compteur ça. général, si je passe à côté, je le touche. Hein? Oui, et c'est comme c'est vrai. Autour de nous, et pas que dans le travail, Non, mais pas à la que maison et tout. à la maison, dans la vie de tous les jours, Dans la rue. mais il y a des dangers partout. Mais vous savez que moi, à S2, je refuse de monter sur un escabeau. Où ça? Mais c'est... Parce que- Non, C'est trois marches, c'est tout. ouais. Alors, Moi, si on me demande de monter sur un escabeau de plusieurs marches, je refuse. c'est-à-dire que vous dites que l'escabeau c'est 3 marches, et dans le papier que vous remplissez au départ, Oui, oui. il y a marqué que vous devez monter sur un escabeau de 3 marches, non? Non, mais c'est c'est pas noté. pas noté, mais on est en sécurité jusqu'à 3 marches. D'accord, par rapport à la hauteur. À la hauteur. Par rapport à la Si, c'est pour les Parce- filles, je sais qu'elles n'ont pas le droit de monter plus haut que... Mhm. Oui, oui, mais c'est Mhm. parce que vous arrive vous avez un souci,
La direction peut vous dire, je vous ai jamais dit de monter sur un escabeau à 8 marches. Après, eux, ils disent c'est Parce que vous n'êtes pas laveur de vitres. une chaise. Non, eux, ils disent... Moi, je ne fais pas les vitres. Faire attention Un entre escabeau, ce qui est dit et ce qui est escabeau. écrit. Si l'employeur vous a dit je vous interdis de marcher sur un escabeau au-delà Ah ouais, mais de 3 marches, mon ADS m'a dit tu ne monteras pas un truc de plus de 3 marches. d'accord. Parce Après, il y a une lui- chaise où il ne faut pas monter. Ah non, les chaises aussi, c'est interdit. On peut basculer. Non, ça peut glisser. Mais ça, ce que vous identifiez, ce sont, voilà, ce sont, pour vous dire que ce sont des dangers. C'est ça les dangers, oui, c'est ça. Ce sont des dangers. Si vous imaginez, vous montez un escabeau, vous avez une perte de, je sais pas, d'équilibre, vous tombez, vous vous tuez. Après, maintenant, il y a des... C'est le risque. Il y a des outils qu'on n'a plus besoin de... De monter sur un escabeau, puisqu'il y a les machines à... Alors ça, on va le voir. Ça. Il y a tout ce qui est télescopique, Ouais. pour faire un dessus d'armoire, vous n'avez même plus, vous avez le télescopique qui se rabat c'est avec, la clé on va le de... voir. avec les la clé de, trucs. je sais pas quoi. La clé de la Ce que vous dites, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, et gardez-le sous la main, parce que ça fait partie des principes généraux de prévention. Après, moi, comme je dis, moi je sais qu'il y a une perche, je ne la tiens pas. Je leur dis aux filles, pas me faites dans un stand de voiture. Nous, on a beaucoup de stands de voitures. Et je disais, bon, tu prends une perche qui est très très haute, une fille ne la tient pas. Non. D'accord. Un mec va la tenir, Et mais une fille ne la tient pas. Il me dit, ouais, mais je la tiens. Je fais, non, tu ne vas pas la tenir. Arrivé à un Pour quelle certain raison moment, tu vas perdre l'équilibre, tu Oui, parce qu'elle est t'imagines, tellement haute. c'est un danger pour toi. Ouais. Peut-être pas pour elle, parce que peut-être qu'elle va laisser tomber la perche, mais après, Mais de par la configuration de la perche, de par sa Parce qu'elle est très longueur, haute. c'est la longueur. C'est la longueur. d'accord. Vous savez, la jusqu'à- faune, La force. Et après, c'est la force, parce c'est qu'il faut très tenir. très haut. Alors ça aussi, mais ça fera partie des principes Voilà. généraux de prévention. Et ça, c'est... Après, c'est un risque pour elle, mais aussi pour... Enfin, après, pour l'employeur, c'est déjà... C'est un coup. Parce On en a que parlé. pourquoi si elle a On en a perche qui parlé. tombe sur une voiture, Oui, Imaginez. et vous perdez le chantier aussi. Les non, conséquences, après, c'est bon, il y a c'est tout des ce qu'on a retourné assurances, depuis le Oui, début. d'accord, mais... C'est tout ce qu'on a retourné depuis le début. Tout ce que vous verbalisez. C'est exactement ça. Après, il ne s'imagine pas, ouais, mais ça, c'est le patronat qui le dit. Il s'imagine qu'une fille arrive à avoir la même force qu'un mec. C'est pas vrai. Moi, je le dis, c'est pas vrai. Mais vous verrez, il y a des règles pour ça. On le verra ensemble. Donc je dis, premier principe donc, général, donc, éviter les risques. Donc, éviter le risque, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. Ouais, voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est un ensemble, on n'y pense pas, mais c'est un ensemble. Ces risques, il faut les évaluer. Évaluer les risques, c'est apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener. Ça, C'est-à-dire que, lire tout ce qu'il y a dessus. alors, pas forcément, mais dans votre rôle d'acteur de prévention, hein, il va vous falloir savoir déterminer quels sont les risques, où sont les risques sur votre lieu de travail, et les évaluer. Ça veut dire que, voilà, moi, Otelia, eh bien, chez ce client, sur cette prestation-là, là, il y a un risque avec le bureau, dans cette configuration-là, il y a un risque, il y a un risque. Il y a un risque et ça peut générer un danger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le risque là et Prévenir. alors, dans cette démarche, vous évaluez le risque. On évalue la Vous identifiez le risque dans un premier temps pour l'éviter, mais vous l'évaluez pour mettre en place des moyens en œuvre et afin d'éviter ce l'accident, risque. d'éviter, D'accord? Donc deuxième principe général, évaluer le risque. Le troisième, combattre les risques à la source. C'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. C'est-à-dire que concrètement, dans vos diverses situations de travail, eh bien, vous faites les mêmes endroits, vous répétez les mêmes gestes, vous utilisez les mêmes produits et les mêmes matériels. Donc il y a beaucoup
de choses qui se répètent, hein. Beaucoup de situations, beaucoup d'étapes, beaucoup de thèmes qui se répètent. Et donc, après avoir pris connaissance des risques qui interviennent dans vos différentes tâches professionnelles, ces risques que vous avez accumulés, et bien dans la démarche de prévention, pour les éviter, et bien, vous devez les combattre. C'est pour ça que c'est bien chronologique. Combattre à la source directe. C'est bien chronologique. Hein. On évite les risques, on évalue ce risque et on combat ce risque à la source, c'est-à-dire dès le départ de l'action, dès le départ de voilà, l'employeur investit dans une autolaveuse. Autolaveuse, il y a les risques électriques. Hein. Ces risques, comment on peut les combattre? Ces risques électriques, comment on peut les combattre? Protection, information, panneaux d'information sur la machine, technique de protection. Ils le font ça. Ils vous donnent déjà une fiche exacte. Et dans quel but selon vous? Il faut que ça, justement, pour le danger. Pour se sécuriser. Pour se sécuriser. Imaginez que le fournisseur il fournit une autolaveuse à votre employeur, qu'il n'y a aucune consigne de sécurité, il n'y a aucune méthode d'emploi à appréhender, il n'y a aucune technique à appréhender, et qu'il y a un danger derrière que l'employé se blesse, bon, ben, le fournisseur à l'amende. Hein. On voit bien maintenant, dès qu'on achète un appareil électrique, aussi simple soit-il, il y a toujours, quand on ouvre le guide d'utilisation, les premières pages, c'est toutes les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité. Et maintenant, ils vous donnent directement la fiche, justement déjà pour appliquer les consignes de sécurité, le mode d'utilisation, si on va plus loin, les différents éléments dont sont constitués ce matériel. C'est ça. Donc voilà, combattre les risques à la source, donc c'est anticiper la prévention. Ensuite, alors, je reviens à ce que vous avez dit, Othélia, adapter le travail à l'homme. Et je fais référence à votre exemple quand je donnais moi l'exemple de ma personnalité agent de propreté qui utilise une échelle pour aller laver des vitres en hauteur. Vous parliez de la perche télescopique, c'est bien adapter le travail à l'homme. C'est ça. Parce que quoi, l'employeur a investi sur un matériel qui va permettre à l'employé de ne pas monter l'échelle, de ne pas se mettre en danger, d'avoir une posture de sécurité. Hein. Même si la perche télescopique, comme vous le disiez, peut être lourde, peut être longue, une femme peut... Il y a toujours un danger, bien sûr. Mais adapter le travail à l'homme, pour faire référence à cet exemple-là, dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Donc adapter le travail à l'homme en tenant compte des différences interindividuelles dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. C'est-à-dire, vous voyez la photo là, la personne, elle est en train de, je ne sais pas si elle est en train d'enrober cette chambre à air ou de gonfler cette chambre à air, je ne sais trop quoi, et vous voyez bien que l'outillage est fait pour que la chambre à air elle est maintenue par ce socle, la personne est en posture debout. La chambre à air va tourner, cette personne n'aura pas besoin de se baisser, d'effectuer. Voilà, c'est bien ça, adapter le travail à l'homme. C'est adapter à l'homme. Oui, voilà, c'est adapter le travail à l'homme. Et je vais revenir après sur ce principe général parce que, et c'est bien d'en parler, surtout dans votre cas, c'est un petit peu contradictoire, adapter le travail à l'homme. Parce qu'il y a, sur différentes prestations, vous avez plus d'expérience que moi et plus de connaissances que moi là-dessus, et même bien plus de compétences. Il y a, je suppose, des prestations, quand vous allez dans les entreprises ou dans les résidences, il y a un environnement, des endroits où vous êtes obligé d'adopter des postures qui ne sont pas forcément naturelles. Et
enfin, c'est vrai ce que je dis? Oui, c'est vrai. Et là, c'est plus adapter le travail à l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui s'adapte au travail. Donc, c'est en parallèle une injonction contradictoire, mais c'est aussi, si effectivement un des